Nous sommes le 9 septembre 2014, il est 20h. Bonsoir à tous et bienvenue à cette présente édition. Tout de suite, les titres. Drame à Touba, Abdou-Khoulé, 40 ans, perd la vie au cours d'une bagarre. Son bourreau, un certain Djily Gueye, est actuellement en garde à vue au commissariat spécial de la ville sainte en attendant d'être déféré au parquet de Diourbel à Hamo 4. Nouveau cas de noyade enregistré. La victime, Marisek, tentait de sauver un enfant en proie à la noyade. Lutte contre le virus Ebola vers l'ouverture prochaine d'un corridor au Sénégal pour l'acheminement de l'aide médicale et alimentaire vers les pays concernés. À cela s'ajoutent les États-Unis qui viennent de décider de l'envoi de leurs troupes dans les pays d'Afrique de l'Ouest concernés par la fièvre hémorragique. Et puis 39e édition de la semaine de l'alphabétisation ce 8 septembre, mais le secteur est toujours laissé en rade dans le système éducatif. C'est l'avis d'acteurs de l'éducation que vous entendrez dans ce journal. Nous terminerons par le dossier du jour. Il est consacré aux nombreux bâtiments qui subissent les affres de l'hivernage. Une situation qui fait l'affaire des quincailliers, appelés pour la réfection des toitures, mais pas du tout celle des familles contraintes à mettre la main à la poche. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa, ravie de te retrouver. Moi aussi Sarah. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons avec ce drame survenu à Touba, au quartier Talibou-Bès, où un homme d'une quarantaine d'années a été tué par une arme à feu détenue par un nommé Djily Gueye. Le drame est intervenu au cours d'une bagarre. Le corps de la victime, Abdou-Khoulé, a été acheminé à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni et le meurtrier a été gardé à vue au commissariat spécial de la ville en attendant d'être déféré au parquet de Diourbel. Et c'est une information signée notre correspondant à Diourbel, Mohamed Jodiop. Nous passons à un autre drame, celui de la mère qui a encore fait une victime avec un nouveau cas de noyade enregistré. Disparu depuis dimanche 16h sur la plage interdite d'Hamo 4, le corps sans vie d'Amarisek, plus connu sous le nom de Pape, a finalement atterri sur la plage de Cambérène. C'était ce lundi matin. Tailleur de profession âgé de 25 ans et père d'un enfant, Pape Sek a perdu la vie en voulant sauver un jeune homme qui, selon le témoignage, était sur le point de se noyer. Koden Diaye et Alioune Diagne. Le corps sans vie de Amarisek, dit Pape, a finalement été retrouvé sur la plage de Cambérène ce lundi à 9h. Ce jeune homme âgé de 25 ans était victime d'une noyade la veille à la plage de Hamo 4. Je faisais du sport comme chaque matin. Arrivé jusqu'à cette hauteur, j'ai vu quelque chose de noir dans l'eau. J'y suis entré. Quand je l'ai approché, j'ai su que c'est un cadavre. Alors je lui ai dit, sortons, appelons. Bon, je leur ai dit, il faut attendre. Ses proches reviennent sur les circonstances de ce drame. Nous étions à la plage pour jouer au foot. Quand il a vu l'enfant se noyer, il a essayé de le sauver, mais lui est resté dans les eaux. J'ai appelé les sapeurs, on est de même père et mère. Pape Sek, la quatrième victime de cas de noyade enregistrée ce lundi à la plage de Cambérène. Un signal fort pour davantage sensibiliser les populations sur les dangers que constituent ces plages interdites à la baignade. Reprise du procès Karim Ouad et de ses co-accusés ce lundi. Mbaye Ndiaye, ex-directeur général des aéroports du Sénégal, a nié les faits qui lui sont reprochés, notamment assistance et aide à Karim Ouad dans l'enrichissement illicite. Le parquet lui impute dans l'exercice de ses fonctions d'avoir contracté un prêt d'1 milliard au nom de la boîte et d'avoir versé la somme de 440 millions à la société d'apport spécialisée dans la surveillance de la plateforme aéroportuaire sur instruction de Karim Ouad.
pour financer la campagne électorale de Maître Abdoulaye Wade. L'ancien directeur général des ADS rejette tous ses griefs. Selon ce dernier, le prêt contracté est l'œuvre du comptable Boubacar Konaté qui a agi seul et à son insu. Ba Ndiaye regrette cependant le non-lieu de ce dernier alors que lui est sous contrôle judiciaire. Le procès reprend ce mardi et une dizaine de témoins est convoquée à la barre. Sarah. Nous parlons à présent de la lutte contre la propagation du virus Ebola. Le Sénégal prête à ouvrir bientôt un corridor en faveur des 3 pays concernés. Notre pays sera donc une base pour acheminer des équipes médicales mais surtout de l'aide alimentaire vers la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Une annonce du ministère de la Santé qui informe par ailleurs de l'ouverture de 10 autres commissions multisectorielles, toujours dans le cadre de cette lutte. Récit Aminata Mbaresso. C'est à travers une communiqué de l'agence de presse sénégalaise que la nouvelle est donnée. Le Sénégal décide d'ouvrir prochainement un corridor humanitaire en faveur des 3 pays africains touchés par l'épidémie à virus Ebola. Avec l'ouverture de ce corridor, des organisations humanitaires vont passer par le Sénégal pour acheminer de l'aide alimentaire, du matériel, mais également des équipes médicales vers la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée-Conakry. 3 pays africains touchés aujourd'hui par l'épidémie Ebola. Le choix du Sénégal se justifie selon toujours le communiqué du ministère de la Santé par la diversité des bureaux régionaux de l'ONU et des organisations non gouvernementales telles que Médecins sans frontières. Mais le ministère de la Santé tient tout de même à rassurer. Il indique que 10 autres commissions se sont jointes au comité national de crise mis en place dans le cadre du plan de riposte contre l'épidémie à virus Ebola. Entre autres commissions chargée des investigations épidémiologiques et surveillance, la commission prise en charge clinique et contrôle de l'infection, la commission médias et communication, la commission intervention sociale et comportementale. Une réunion s'est tenue vendredi à la primature au menu des réflexions pour la mise en place de ce corridor. Le ministère de la Santé s'est également félicité de l'implication et du soutien du secteur privé, tels que les banques et les entreprises qui s'activent dans les bâtiments et travaux publics. Et toujours à propos du virus Ebola, sachez que les États-Unis ont décidé d'envoyer des troupes dans les pays d'Afrique de l'Ouest où sévit la fièvre hémorragique. Une décision qui suscite bien des interrogations. Ousmane Sen, directeur du Centre de recherche ouest-africain, apporte ici quelques éclairages par rapport à cette information et c'est au micro d'Aïssatou Païfala. Des militaires en provenance des États-Unis pour renforcer la sécurité dans les pays de l'Afrique de l'Ouest touchés par le virus Ebola. Quelle est alors l'utilité d'un tel dispositif alors que l'on fait face à un problème de santé? J'imagine que ces militaires-là viennent en appoint aux militaires ou aux forces de l'ordre sierra-léonaises et aux forces de l'ordre libériennes pour pouvoir créer une certaine situation de calme qui pourra permettre de gérer la population et les mouvements de foule, mais qui pourra permettre aussi d'assurer un peu la sécurité de ces personnes-là qui seront appelées à intervenir. Une explication donnée par Ousmane Sen, la maladie a pris de court autant les Sénégalais que les Américains. Ebola en Afrique de l'Ouest a pris tout le monde par surprise. En plus, il s'agit d'une maladie pour laquelle on n'a pas encore de vaccin. Je crois que autant les populations où les décideurs africains sont désarmés, autant aussi les populations et les décideurs occidentaux ont été pris de surprise et ont été désarmés. Il y a des mouvements qui se font, je vous l'ai dit tout à l'heure, autant l'Union européenne s'est engagée pour un certain montant pour aider à lutter contre Ebola, mais je crois qu'Obama aussi a fait une déclaration disant que les États-Unis allaient engager un montant qui est supérieur d'ailleurs au montant de l'Union européenne. D'ailleurs, la collaboration entre le ministère de la Santé et les services médicaux américains a débuté dès l'apparition de la maladie. Les spécialistes sénégalais au niveau du ministère de la Santé travaillent en étroite collaboration avec une équipe du CDC. Le CDC, c'est le Center for Disease Control qui se trouve à Atlanta. C'est ces gens-là qui ont soigné les 2 Américains qui ont été évacués et qui étaient victimes d'Ebola. Tous ces efforts sont consentis pour mieux faire face au virus, après l'appel au secours lancé par les pays africains touchés. La semaine de l'alphabétisation fête sa 39e édition, mais la pratique des langues nationales n'est toujours pas effective. Pour y remédier, des initiatives sont attendues, notamment l'implication des linguistes. Ces derniers réclament la promotion des langues nationales dans le cursus scolaire et dans l'administration. Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. La formation des fonctionnaires en langue nationale, un projet instauré au Sénégal dans les années 2000,
Les années passent, les initiatives disparaissent. Nous devons dépasser le stade simplement de l'alphabétisation et arriver à la scolarisation en langue nationale, en instrumentant les langues nationales et en faisant l'aménagement de l'ensemble des langues qui existent dans ce pays, et c'est possible. Pourtant, les textes et les instruments sont là, mais leur utilisation pose problème. Je pense qu'il faudrait d'abord faire le distinguo, faire la discrimination très objective entre deux paramètres importants. C'est l'alphabétisation fonctionnelle qui a une cible particulière, c'est la cible des adultes et autres citoyens qui avaient raté le train de l'école française. Le paramètre qui est relatif à la promotion des langues nationales en vue de leur insertion dans le cursus éducatif. L'implication des linguistes est alors nécessaire. Une étude profonde, la solution. Les linguistes, les universitaires, disons-le, ne semblent pas trop impliqués dans le mouvement. Si on veut promouvoir les langues nationales dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire dans le cadre de la promotion des langues nationales au niveau scolaire. La mise en application de cette politique commence par une sensibilisation des différents acteurs, une dynamique transversale. Du côté des acteurs de l'éducation, ces derniers estiment que l'alphabétisation est laissée en rade dans le système éducatif sénégalais et que le budget qui lui est alloué est trop insuffisant. Djegansen, professeur d'université, salue la nomination d'un secrétaire d'État à l'alphabétisation, mais revendique un ministère dédié à ce domaine. Bintoulouma. L'alphabétisation, jusqu'ici considérée comme le parent pauvre de l'éducation nationale, une volonté politique s'avère nécessaire pour promouvoir ce secteur. C'est une place qui a été à un moment donné importante dans le système éducatif en général. Et je crois qu'elle va de plus en plus tendre à le devenir. Et l'état redevenu à le rester. On gagnerait plus d'efficacité en apportant plus de synergie et de coordination dans les actions terrain. Un secteur, plusieurs entités. Djegansen estime que l'alphabétisation mérite un ministère. On s'est rendu compte que bien des efforts se sont dilués dans ce fait que les départements ministériels qui s'occupaient de l'alphabétisation s'occupaient en même temps d'autres choses. Et dans ces conditions, malheureusement, c'est toujours le secteur qu'on considère à tort ou à raison comme périphérique qui pâtit de la situation. Il faut saluer dans ces conditions-là le retour, effectivement, à ce début de solution que pourrait constituer le ministère plein de l'alphabétisation. Le secteur de l'alphabétisation doit être doté de plus de moyens. Le budget qui lui est alloué est jugé insuffisant. Il y a un financement. Au niveau de l'éducation, nous avons un financement important d'une manière générale au niveau de l'éducation. Mais si vous prenez le budget global de l'éducation, l'alphabétisation ne représente même pas 2% de ce budget. Et nous, en tant qu'acteurs, nous faisons un large plaidoyer pour qu'on donne plus davantage de moyens à l'alphabétisation. L'alphabétisation, un mécanisme pour le développement durable, c'est pourquoi les acteurs de ce sous-secteur de l'éducation incitent les autorités à plus d'engagement. Et nous restons avec ce sujet sur l'alphabétisation. Présenter une édition intégrale en Wolof, un challenge pour de nombreux journalistes. Et il n'est pas rare de voir des présentateurs utiliser des mots Wolof dont ils ignoreraient totalement la signification. Face à cette situation, l'écrivain Mame Daour Wade encourage les journalistes à mieux maîtriser les langues nationales. Salimata Aoussek et Youssou Baro. Les présentateurs de journaux télévisés ou d'émissions en Wolof ne maîtrisent pas souvent l'utilisation de certains mots. Selon ce cinéaste, parfois même ils dénaturent le Wolof. La plupart de certains présentateurs, soit parce qu'ils ne maîtrisent pas très bien la langue, soit parce qu'ils veulent créer, utilisent souvent des mots dont les contenus passent totalement à côté des contenus originels. Face à cette situation, Mame Daour Wade prône l'enseignement de ces langues pour une bonne maîtrise. Il est important que, au fond, ceux qui sont chargés, en tout cas, de faire des programmes en langue nationale, que ce soit le Wolof ou autre, soient des gens
qui, en dehors de leur maîtrise journalistique, soient des gens aussi qui comprennent en tout cas la langue dans ses moindres coins et recoins. Dans les rédactions aussi, il faut une surveillance stricte pour éviter certains non-sens. Si dans un texte qui a été présenté, on voit que les 3/4 de ce qui a été présenté est en français et que le reste est en wolof, et qu'on a prétendu au début présenter un journal en wolof, c'est quand même contradictoire. La semaine de l'alphabétisation a démarré ce lundi. Les acteurs invitent la presse à faire beaucoup plus de recherches pour revaloriser les langues nationales. Et justement, insérer les langues nationales dans le système éducatif, une idée que les populations approuvent. Ces dernières, oui, tout à fait Léa, ces dernières vont même jusqu'à préconiser leur usage au sein de l'Assemblée nationale. C'est un reportage signé Ndaïmbo Sissi. Les langues nationales dans le système éducatif, une chose appréciée par les populations rencontrées. Je pense que c'est une bonne chose. Ça sera quelque chose à saluer, quelque chose à remercier. C'est une bonne chose. Chacun souhaite avoir sa langue à l'école. Cette fois-ci, il ne faudrait pas que ça soit des paroles en l'air. Selon eux, la langue nationale peut promouvoir le développement. Bon, je pense qu'un pays ne peut pas se développer sans ses langues nationales. Ça va nous permettre de communiquer rapidement et d'avoir les messages clairement. Ça peut faire avancer le pays. L'union fait la force. Hormis l'école, ces langues nationales doivent même être utilisées dans les instances de décision, comme l'Assemblée nationale. On a l'habitude, donc, quand on suit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, des fois, on voit des discours en wolof. Mais par exemple, des discours en séréer, en pulaar ou en autre langue, donc ça, c'est pas fréquent. Donc, nous proposons que ça allait être mieux si nous faisons de sorte que les Sénégalais aient leurs différentes variétés en langue, donc pouvoir se lire effectivement à l'Assemblée nationale, se reconnaître. Une vingtaine de langues dans l'alphabétisation. À bas âge, l'enfant doit pouvoir les assimiler, espérant que cela va aboutir. Et nous restons dans le registre de l'éducation. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur appelle le gouvernement à revoir la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Une réaction qui fait suite à la décision du chef de l'État Macky Sall de retirer les forces de l'ordre du campus social. Le SAES invite également l'État à permettre à l'université de mieux répondre à sa vocation. Un avis que partagent les étudiants interrogés par nos reporters Mbaké Amar. Youssou Baro, c'est un reportage. Le SAES pas contre toutes les réformes de la CNAES. Il prône leur réalisation dans les conditions optimales. En réalité, on ne rejette pas, c'est pas qu'on rejette les réformes. La communauté universitaire ne rejette pas les réformes. Parce que les universités sont dans une situation où il faut nécessairement réformer. Mais c'est le fait que la tutelle veuille, disons, mettre 1001 réformes tout de suite en œuvre. Et ça, c'est un problème. Sans pour autant que toute la communauté soit d'accord sur l'essentiel. Les étudiants interpellés sur la question plaident la même cause que leurs enseignants. On pense que c'est normal et légitime que l'État dit qu'ils vont essayer d'introduire des réformes à l'université pour changer le visage de l'université, les pratiques qui ne sont pas à saluer pour que les étudiants étudient dans des conditions meilleures. Mais nous, ce que nous fustigeons, les points sur lesquels on n'est pas d'accord, c'est la manière. Ils ont introduit des réformes avec lesquels les étudiants ne se retrouvent pas. Par ailleurs, le syndicat appelle le gouvernement à mettre les conditions pour une université indépendante, capable de répondre à sa vocation. Respectons les lois, parce qu'on ne peut pas continuer à violer les textes. Mais surtout, faisons en sorte que nos universités soient autonomes. Nous, tout le combat du SAES se résume en un mot, l'autonomie de nos universités. C'est-à-dire que le ministère ou la présidence ne peut pas être de l'autre côté et décider pour nous. C'est vrai que nous sommes une université publique. L'État, c'est elle qui met les subsides. Mais ce n'est pas une raison pour que l'État veuille décider à la place des universités. La CNAES vise à concevoir une politique de l'enseignement supérieur dans toutes ses dimensions. 78 recommandations sont sorties de ces concertations.
Parlons de l'actualité politique à présent. Les relations tendues notées entre le chef de l'État et certains de ses proches collaborateurs seraient dues à des relents politiques et économiques. C'est l'avis de nombreux analystes politiques. Oui, de nombreux analystes politiques, dont Pape Maël Thiam, administrateur au sein de l'APR. Il affirme pour sa part que leur formation politique se porte très bien et que les rumeurs qui font état de plusieurs départs ne sont tout simplement pas fondées. Ibrahima Kamara. Les relations supposées difficiles entre le chef de l'État et certains de ses collaborateurs seraient situées à deux niveaux, selon des analystes. D'abord, il y a ce qu'on appelle la compétence, parce qu'au-delà de la dimension politique, il y a l'aspect compétence. Et la compétence suppose quelque part, effectivement, que ce personnage ou bien cette personne puisse avoir des bagages intellectuels ou bien des qualifications ou bien de l'expérience. L'APR ne fait que grandir. Maintenant, qu'il y ait des difficultés relationnelles entre responsables, je crois que ce n'est pas un événement. Nous n'avons pas officiellement connu de départ de ces gens-là dont fait cas la presse. Le président Macky Sall serait-il pris entre le marteau de la patrie et l'enclume du parti? Donc voilà les deux changements de cap majeurs, l'un politique, l'autre économique, qui expliquent qu'il y ait un certain nombre de frustrés. Parce que tous ceux qui sont partis ont un dénominateur commun. Ils considèrent qu'ils ont une certaine légitimité historique. Et les alliés de Macky Sall suivent-ils bien la cadence de ces derniers? Il n'y a pas d'acte majeur posé par les leaders, n'est-ce pas, des différentes parties prenantes de Benno Bokk Yakaar, qui soient de nature, en tout cas, à dénigrer la cohésion. Le chef de l'État gagnerait à maintenir des militants à l'instar de Aminata Touré. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas une personnalité politique qu'il faut mettre, n'est-ce pas, à l'écart. De mon point de vue, il gagnerait mieux, si vous voulez, à se réconcilier s'il y a un problème avec Mimi Touré. Au moment où je vous parle, Aminata Touré est encore membre de l'APR. Les élections locales de 2014 sont derrière nous. 2017 s'annonce déjà prometteuse. Direction à présent le pont de la Patte d'Oie. Sur place, des délinquants occupent les lieux et font peur aux riverains. Des passants qui sont souvent victimes d'agressions et qui appellent les autorités à sécuriser cette zone qui, selon eux, devient de plus en plus dangereuse. Reportage Pape Faraning et Tierno Laurent Mendy. Rassemblés en petits groupes sous le pont de la Patte d'Oie, leurs accoutrements font déjà peur. Ces voyous reniflent le diluant sans gêne devant des passants impuissants à ces spectacles. Bref, ils s'adonnent à toutes les pratiques malsaines. Ces délinquants font la loi sur cette artère et troublent la quiétude des riverains. Ces voyous élisent domicile sous ce pont, tout le monde le voit. La nuit, on est confronté à des difficultés. Parfois, ils nous rendent la vie difficile. Il y a eu même un meurtre dans cette zone. Ces délinquants sont trop envahissants. Ce sont des voyous. Ils peuvent nous attaquer à tout moment. Et souvent, on nous accuse. Ces drogués hantent même le sommeil des taximans et les passants qui arpentent cette route. C'est fréquent les agressions, la nuit surtout, à la veille de la Tabaski. Cette situation dure depuis plus de 10 ans. Les riverains sollicitent l'aide des autorités pour plus de sécurité dans cette zone. Il faut que les autorités renforcent la sécurité dans cette zone. Comme par exemple, on salue le travail des agents de la police de proximité. Ils n'ont pas manqué de déplorer l'exploitation des mineurs par les plus grands et font appel à la responsabilité des parents et celle de l'État sur cette situation. Le dossier du jour à présent, il s'intéresse aux nombreux contre-coups que subissent certains bâtiments en cette période d'hivernage. Les populations se retrouvent alors obligées de réfectionner leurs toits. Et le malheur des uns faisant le bonheur des autres, cette situation fait donc l'affaire des quincailliers qui sont sollicités pour la réfection des toitures, mais pas celle des familles contraintes à débourser beaucoup d'argent. C'est le dossier du jour et il est signé Maïmouna Ndiaye. Comme à chaque hivernage, certaines populations pataugent, des toits détruits, Nénégalais, une victime, trouve 1000 astuces pour être épargnés. Quand il pleut, nous n'arrivons pas à dormir. Nous avons d'énormes problèmes. Chaque année, nous achetons des matériaux que nous mettons sur le toit.
C'est vraiment pénible pour nous. Une autre victime, Madame Senghor, elle aussi peine à réfectionner son toit. À chaque hivernage, j'achète beaucoup de rouleaux et je paye quelqu'un qui va venir me faire les travaux. Les produits sont très variés. Divers travaux, des solutions multiples proposées à la quincaillerie. En ce moment, je vends plus de ciment plâtre et du ciment blanc. Il y a deux produits, le chape-nu simple pour les terrasses et le chape-nu avec aluminium. Tous ces produits aident à refaire son toit. Le locataire fustige, le maçon explique. Le problème, il faut le situer au niveau du dressage, c'est-à-dire l'étape finale d'une construction. Lorsque ce n'est pas bien étalé, le problème est grand. Et aujourd'hui, les maçons qui ne sont pas qualifiés courent les rues. Il faut que les propriétaires des maisons respectent les locataires. Chaque fin du mois, on se débrouille pour payer. Il ne faudrait pas que les bâtiments soient dans un certain état. C'est regrettable. L'hivernage rime avec réfection des bâtisses, a-t-on l'habitude de dire. Les habitants de Khariala et Grand Yoff ne nous démentiront pas. La page des sports que nous ouvrons avec des nouvelles de nos journalistes sénégalais bloqués à l'aéroport de Nairobi au Kenya, faute de visa pour le Botswana. Eh bien, ils ont reçu ce lundi 17h30 heure locale, 14h30 à Dakar, les autorisations leur permettant de poursuivre leur voyage selon l'APS. Les reporters qui devaient donc couvrir le match Botswana-Sénégal étaient bloqués depuis ce dimanche matin à l'aéroport de Nairobi. Le match Botswana-Sénégal comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2015 est prévu ce mercredi à Gaborone. L'équipe nationale, quant à elle, a quitté Dakar ce lundi à 11h par un vol spécial. Et puis du football, nous passons au basket. Tout à fait, Sarah. Écarté de l'équipe des Lions du basket pour des raisons disciplinaires lors de la Coupe du Monde en Espagne, Djibril Thiam s'exprime pour la première fois. Le basketteur dit avoir tourné la page et se dit prêt à défendre à nouveau les couleurs de l'équipe nationale de basketball. Djibril Thiam est au micro de Boubacar Kambeldia. L'année passée, je suis venu, je n'étais pas sélectionné, donc je suis revenu cette année-ci. C'est juste pour montrer que je suis là pour mon pays. Donc je ne suis pas là pour une personne ou une autre, mais pour représenter mon pays. Et je sais que j'ai beaucoup de choses à offrir à cette équipe pour pouvoir aider le basket sénégalais à atteindre le haut niveau. Donc c'est dommage que ça ne s'est pas passé de la manière que j'espérais. Mais dans le futur, Inch'Allah, j'envisage d'avoir l'opportunité de montrer à tout le monde que je peux aider cette équipe. Vous n'avez pas aimé d'être sur le banc, c'est ce qui a amené le clash? Je préfère ne pas en parler. Okay. Donc pour l'instant, félicitons nos Lions et je suis très content de faire partie de ce groupe et d'avoir réécrit l'histoire du basket sénégalais. Nous passons au handball à présent. Saison 2013-2014, les champions du Sénégal sont connus. Le Dakar Université Club conserve son titre chez les hommes. Il a battu en finale l'ASFA 27-22 et chez les dames, c'est le Stade de Mbour qui a créé l'exploit devant Saltigué de Rufisque 27-25. Un compte rendu signé Chersali Boudiara, Abdoulaziz Khan et Diafaraba. Les saisons se suivent et se ressemblent pour le Dakar Université Club Handball. Les jaunes et noirs conservent leur titre de champion du Sénégal. Bien entrés dans la partie, ils enchaînent les buts pour mener à la mi-temps 14-9. À la reprise, Asfa se rebiffe et durcit le ton. Les équipes se rendent coup pour coup, mais Duc parvient à garder l'écart pour remporter la finale 27-22. Un deuxième sacre méritoire. On est très fiers, très satisfaits, très contents de conserver notre titre. Parce qu'on est champion, c'est notre objectif de maintenir, de garder, de conserver notre titre. C'est une équipe très physique. Donc il fallait d'abord régler ce problème physique, là, cette carence physique, et maintenant imposer notre jeu sur le plan technique et tactique. Ça fait la différence. Et pourquoi on a fait un recrutement très jeune, dans 2-3 ans, notre objectif c'est d'aller en Afrique. Mais là il faut préparer ça, aller en Afrique c'est pas facile. Donc il faut une bonne préparation, il faut avoir des jeunes aguerris pour aller en Afrique. Et c'est ça l'objectif du livre. Aller en Afrique, au moins dans 2 ans, aller en Afrique. Les militaires de l'ASFA regrettent leur entame de match. On va entrer dans le match.
Mais je profite de l'occasion pour féliciter le Duc. Et j'encourage mes gens. Bon, ils ont pu réagir en fin de match. Ils ont monté en fin de match. S'ils l'avaient fait en premier mi-temps, je crois que le fait de devoir encaisser 4 buts d'avance, c'est ça qui nous a mené à cette défaite. Allez se repréparer pour la Coupe du Sénégal. Chez les dames, Saltigué a perdu son titre devant le stade de Mbour. La jeunesse des Mbouroises a eu raison des Rufisquoises pourtant expérimentées. Score final 27-25. C'est le premier sacre du club de Mbour, peut-être le début d'une longue liste. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images, ce sera à 0h et puis l'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir suivis et agréable suite de programmes sur cette antenne. Au revoir.